Bonjour à toutes et tous, cette nouvelle capsule nous permettra d'introduire le thème 3. Elle est intitulée Histoire et mémoire, histoire et justice. Le XXe siècle est souvent considéré comme le siècle des guerres. Il est aussi celui des génocides, ces massacres planifiés et mis en œuvre par les États à l'encontre d'une population dans son ensemble. Guerre, massacres de masse et génocides, autant de victimes dont il a fallu entendre et comprendre la mémoire, de coupables qu'il a fallu juger au nom d'un droit international qui s'est construit en même temps que se poser les questions de justice. Les mémoires ont parfois donné naissance à des antagonismes durables entre vainqueurs et vaincus et retardé la reconnaissance des victimes civiles. La connaissance historique et la justice aident les sociétés et les États à faire le deuil de ces conflits. La première en invitant à une relecture critique du passé et la seconde en punissant les responsables des crimes contre l'humanité, désormais inscrits dans le droit international. Histoire, mémoire et justice sont donc intimement liés dans ce processus de reconnaissance des crimes de masse et de génocide. Comment la justice et l'histoire permettent-elles la reconnaissance des mémoires des victimes de crimes de masse et de pratiques génocidaires? Et tout d'abord, grand 1, quelle différence entre histoire et mémoire? A. L'histoire est une science. L'histoire est une science humaine qui impose une distance critique par rapport au passé. Elle formule des problèmes et propose des explications. Elle s'appuie sur la confrontation de sources diverses, documents administratifs, traces archéologiques, livres, articles de presse, qui permettent de replacer les faits historiques dans leur contexte. L'historien se place toujours sur le terrain de la connaissance et non celui de la morale ou de la justice. Parmi les sources de l'historien, les témoignages occupent une place à part. En effet, un témoignage, comme toutes les autres, doit lui aussi être soumis à la critique historique. B. La mémoire, un outil pour l'historien. La mémoire d'un événement constitue en elle-même un objet d'histoire et peut permettre aux historiens de renouveler leurs investigations. La mémoire abolit la distance entre le passé et le présent. Elle cherche à susciter l'émotion par des récits, des témoignages ou des commémorations. Elle est toujours sélective et répond le plus souvent à une exigence de justice. Parler de mémoire, c'est parler d'un point de vue, d'un témoignage d'une victime ou d'un bourreau. Antoine Pro, dans 12 leçons pour l'histoire, définit la mémoire comme un élément affectif qui isole un événement de son contexte. On distingue donc la vision subjective des mémoires et celle dite objective de l'histoire. Si la mémoire est un outil de compréhension pour l'historien, mais aussi un champ d'étude, l'histoire des mémoires se développe en particulier depuis les années 1980 et les travaux de Pierre Nora sur les lieux de mémoire ou encore les cycles mémoriels d'Henri Rousseau, ou plus récemment la réflexion menée par Sébastien Ledoux sur le roman national, le récit national. C. Devoir de mémoire et loi mémorielle. Avec le développement de l'histoire des mémoires et la mise à jour du résistentialisme avant le développement de l'histoire de la collaboration en France, la République française met en place un véritable devoir de mémoire. En effet, le résistentialisme, concept inventé par Henri Rousseau en 1987, désigne le mythe, développé par les gaullistes et les communistes, selon lequel les Français auraient unanimement résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il marginalise ainsi le régime de Vichy et sa politique de collaboration. Ce devoir de mémoire consiste à mettre en œuvre les outils nécessaires pour que le souvenir des crimes de masse et le génocide des Juifs et des Tziganes perdure. Progressivement, l'État met en place une série de lois mémorielles dont l'objectif est de donner un point de vue officiel sur des événements historiques. Il s'agit de la loi Guesso de 1990 qui interdit le négationnisme, c'est-à-dire le fait de nier l'existence de la Shoah, la loi de 2001 sur la reconnaissance du génocide arménien, la loi Taubira de 2001 sur la reconnaissance de la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, la loi de 2005, dite parfois du nom de la ministre loi Alliot-Marie, sur la reconnaissance en faveur des Français rapatriés après la guerre d'Algérie. Cette loi témoigne des questions posées par les lois mémorielles. En effet, l'article 4 imposait une lecture positive de la colonisation française, imposant aux historiens une lecture subjective. En 2005, une pétition lancée par 19 historiens, Liberté pour l'histoire, réclame l'abrogation des lois mémorielles qui entravent la liberté scientifique. Pierre Nora parle même de tyrannie de la mémoire et oppose au devoir de mémoire le droit à l'histoire. Grand 2, crime contre l'humanité, génocide, vers la construction d'une justice historique. A. Des pratiques génocidaires antérieures à la reconnaissance. Le premier génocide du XXe siècle est celui perpétré par l'Allemagne contre les peuples Herero et les Nama dans le sud-ouest africain entre 1904 et 1907. Après la révolte d'un chef Herero en janvier 1904, les combats aboutissent à la mort de 20 000 à 30 000 Herero.
Le 2 octobre 1904, l'empereur ordonne l'anéantissement du peuple. En plus des combats et des massacres, des camps de concentration sont mis en place, aboutissant à la mort de près de la moitié des prisonniers. À la fin du conflit, les héros et les Namas sont décimés à près de 80%. Les Arméniens de l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, en guerre contre la Russie, la France et le Royaume-Uni, la minorité arménienne, qui représente 10% de la population, est depuis la fin du XIXe siècle persécutée. En 1915, les Arméniens sont accusés de soutenir la Russie. Le ministre de l'Intérieur, Talat Pacha, décide fin mars 1915 d'appliquer un plan d'extermination sous couvert de la déportation des Arméniens, afin officiellement de les éloigner des zones de front. Sur les 2 millions d'Arméniens vivant dans l'Empire ottoman en 1914, 1,3 million sont massacrés entre 1915 et 1917. Arnold Toynbee parle en 1917 de « meurtre d'une nation ». Les alliés ennemis de l'Empire ottoman dénoncent ce crime et veulent mettre en place un tribunal international qui ne verra jamais le jour. B. Définir le génocide. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés décidèrent dès 1943 de punir les criminels de guerre des puissances de l'Axe. La conférence de Moscou annonce l'organisation de ce qui devient en 1945 le procès de Nuremberg. Installé à Nuremberg, le tribunal militaire international juge 21 responsables du régime nazi entre novembre 1945 et octobre 1946. 4 chefs d'inculpation sont retenus. Crimes contre la paix, plan concerté ou complot en vue d'une guerre d'agression, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire que ce chef d'accusation apparaît. Le crime contre l'humanité est l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Le concept de génocide est lui créé dès 1944 par le juriste juif d'origine polonaise Raphaël Lemkin. Il est écarté lors des procès de Nuremberg, même si Lemkin, présent à Nuremberg, assiste le procureur général. En 1948, il propose une convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Elle est présentée à l'Assemblée générale des Nations unies et approuvée à l'unanimité. Le génocide constitue alors un cas particulier du crime contre l'humanité, car il suppose que soit prouvée l'intention préalable d'exterminer un groupe humain, en tout ou en partie. C'est l'intentionnalité qui différencie donc ces deux crimes. C'est en 1968 qu'ils deviendront imprescriptibles. C'est différence entre génocide et crime de masse. Les crimes de masse, s'ils sont commis à grande échelle et s'ils appartiennent à la catégorie des crimes contre l'humanité, n'ont pas pour objectif une destruction totale d'une population définie. Malgré tout, la mise en œuvre de politiques de répression très violentes peut aboutir à l'anéantissement des populations entières. Les crimes de masse répondent donc à deux logiques. Terrifier les populations par des massacres pour les soumettre totalement, massacre des populations russes sur le front de l'Est par l'armée allemande par exemple, éradiquer une population comme lors des massacres de populations musulmanes à Srebrenica en 1995, où plus de 8000 hommes et adolescents musulmans bosniaques ont été assassinés. Crimes de masse et génocide sont souvent concomitants et s'articulent ou se confondent, comme nous l'indique le TPI de l'ex-Yougoslavie, en reconnaissant à plusieurs reprises le terme de génocide dans le cas de Srebrenica. En conclusion, histoire, mémoire et justice sont donc des notions complémentaires, mais aussi concurrentielles dans la relation des sociétés face à leur passé. Si la mémoire est devenue centrale dans la sphère politique, grâce aux commémorations et aux lois mémorielles, elle n'est qu'un des nombreux outils disponibles pour l'historien qui adopte une démarche critique et une confrontation des sources par la mise en place d'une démarche intellectuelle scientifique. La justice, quant à elle, a pris conscience de son rôle majeur à jouer dans la question des génocides, mettant en place des concepts juridiques et travaillant à la reconnaissance des victimes, permettant à la fois la documentation et la réparation des crimes. C'est terminé pour cette introduction. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous étudierons prochainement l'histoire et les mémoires des conflits.